Bonjour, c'est Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Avec Canary Call, je veux convaincre de miser sur ces canaris qui prouvent qu'une économie durable et inclusive est possible et donnent envie aux autres de passer à l'action. Ce podcast a aussi pour ambition d'aider les convaincus à les identifier, les recruter, les développer et les protéger. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Les 27 et 28 août derniers, je me suis rendue aux universités d'été de l'économie de demain, organisées par le collectif Nous sommes demain. Cet épisode propose 4 rencontres inspirantes qui témoignent de l'ambiance engagée et raisonnablement optimiste de ces 2 journées. J'avais envie de comprendre les racines de leur ambition, à faire bouger les lignes dans leur entreprise, puis à plus grande échelle. Nous partageons tous les 5 la conviction que les pionniers jouent un rôle fondamental pour faire basculer ensuite le plus grand nombre. Je leur ai donc demandé de partager avec nous leurs conseils et retours d'expérience en matière de recrutement et de formation des talents de la transition. Je vous souhaite un bon moment aux côtés de Jean Moreau, Anne-Laure Thomas, Clément Alteresco et Nathalie Lebas-Vautier. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc moi j'ai 2 casquettes. Une aujourd'hui qui sera plus importante que l'autre, c'est celle de coprésident du mouvement des entrepreneurs sociaux et de Tech for Good France, qui sont 2 des réseaux qui co-organisent les universités d'été de l'économie de demain. Où on se rencontre aujourd'hui. Nous nous trouvons aujourd'hui. Et dont on est très fiers de la réalisation. Et puis à côté de ça, je suis entrepreneur à impact. Et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Phoenix, qui est dans la réduction du gaspillage et qui a vocation à donner une seconde vie aux invendus à travers une application mobile grand public qui permet aux consommateurs de racheter à prix cassé des invendus en fin de chaîne, et puis à travers une plateforme qui permet de généraliser le don des invendus aux assos caritatives comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou la Banque Alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de l'événement d'aujourd'hui ? Eh bien, l'objectif de l'événement d'aujourd'hui, on l'a organisé en miroir par rapport à l'événement qui est maintenant une référence, qui est la REF, les anciennes universités d'été du MEDEF. Donc on voulait montrer, sans agressivité ou sans compétition quelconque, mais que en miroir de la REF, il y avait aussi une autre génération d'entrepreneurs et d'entreprises et de structures qui émergeaient, avec une vision un peu rénovée de l'entreprise, de son rôle, de sa façon de fonctionner, de son mode de gouvernance, du partage des richesses, du partage du pouvoir, des méthodes de management, et puis avec au cœur du réacteur un impact social et environnemental fort. Donc on voulait montrer ça, démontrer que voilà, il n'y a plus une pensée unique dans l'entrepreneuriat et qu'au contraire il y a une nouvelle tendance qui sont les entreprises à impact positif. Et pour être une entreprise à impact positif, pour toi aujourd'hui, il faut obligatoirement créer de nouvelles entreprises dans un autre système, ou est-ce que les anciennes, à ton avis, peuvent aussi évoluer Ouais, sinon c'est une très bonne question. Ça fait partie des questionnements qu'on a, mais pour moi la réponse elle est assez claire. Je pense que la première partie de ta question, c'est fait. En tout cas, la dynamique de pionnier, de visionnaire, l'impulsion, l'étincelle, elle a été faite depuis 10-15 ans par des entreprises comme le groupe SOS, Vitamine D, des pionniers, le groupe ARES dans l'insertion, plus récemment des startups comme Microdon, Recyclivre, Back Market ou d'autres, et Phoenix aussi fait partie de cette génération-là. Donc je dirais que montrer que ça marche, que c'est possible, c'est fait, et que maintenant tout l'enjeu de cette université d'été et puis de notre mandat à la tête du Move avec Eva, c'est de passer justement des pionniers à la norme et d'embarquer avec nous toutes les TPE, PME, ETI et grands groupes dans la transition. Donc on a du boulot, mais voilà, on est à ce stade-là, on a montré que ça marchait, on a ouvert la voie et maintenant il faut qu'on arrive à polliniser, comme on dit, l'économie classique.
c'est comme ça que se fera le changement à grande échelle. Moi, je viens du recrutement, de la formation, du coaching. Je suis vraiment persuadée que le déclic dans l'économie et dans les grandes entreprises viendra avant tout de ces pionniers qui engagent la voie pour ensuite, qui ouvrent la voie pour engager le plus grand nombre. Est-ce que tu partages cette conviction? Est-ce que tu as des nuances à apporter? Non, je partage tout à fait. On était, avec Phoenix, engagés dans une coalition qui s'appelle 10% pour tout changer, qui avait vocation à montrer que voilà, dès que 10% d'une classe de population ou une classe de structure se met à changer, c'est souvent le point de bascule pour que les autres se comportent de façon assez moutonnière et disent tiens, si on le fait pas, on sera ringard, donc il faut qu'on le fasse nous aussi. Donc on est à ce point de bascule là où de 10%, on doit passer à 15, puis 25, puis 50, et puis à terme 100%. Quel conseil tu pourrais donner à une dirigeante ou à un dirigeant déjà convaincu par l'exemple que vous avez pu montrer, pour pouvoir avancer justement et identifier ces pionniers? C'est-à-dire comment s'y prendre pour identifier dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, les pionniers qui vont faire basculer les premiers 10% là? Bah oui, c'est sûr qu'il faut avoir des relais internes. Il faut avoir des gens qui ont des leviers, du leadership pour embarquer les autres, pour faire les choses à grande échelle. Et souvent, enfin en tout cas moi ma conviction, c'est que ces sujets-là de développement durable, de RSE, d'inclusion, de diversité, il faut qu'ils soient rapatriés au cœur du business, au plus près des vraies décisions, des vrais décideurs. Et je pense que c'est une des grosses limites du développement durable et de la RSE depuis les années 90-2000, c'est que ça a été très souvent cantonné dans soit une fondation, soit une direction de développement durable qui était un peu dans la stratosphère, très loin des vrais DG opérationnels, etc. Et donc tout notre travail, en tout cas moi, ce pourquoi je prêche, c'est que ces sujets-là soient repris directement soit au secrétariat général des entreprises, soit dans la direction générale, direction opérationnelle, mais plus à la périphérie dans des entités qui sont satellisées. Ça marche plus. Enfin, c'était une bonne première étape, mais ça devenait quasiment schizophrène où en fait avec la main droite on envoie du plastique dans les océans. Et puis le même groupe de la main gauche va filer 100 millions d'euros via sa fondation pour reforester l'Amazonie. Et donc ça, c'était un développement durable qui était compensatoire. C'est-à-dire, pour bien dormir, j'avais donné de l'argent, mais j'avais quand même préservé mon business historique. Et je pense que cette étape-là, elle est dépassée. Parce qu'elle dupe plus personne. Et les jeunes générations sont plus incisives et plus critiques et plus éduquées aussi. Donc elles tombent moins dans le piège de cette espèce de compensation qui était une bonne première étape de développement durable. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire converger et que la fondation n'existe plus et que les actions de la fondation soient insérées directement dans les lignes de production, dans les produits, dans les services. Est-ce que je reformule bien si on dit que finalement la RSE c'est pas une expertise, c'est pas un métier, c'est pas un département. Et donc quelque part pour mener ce chantier-là, c'est pas un métier, c'est des profils. Ouais, absolument. Et plus c'est incarné au plus haut niveau, et plus mieux c'est porté. C'est-à-dire que si c'est porté en interne dans un groupe par une direction RSE qui connaît pas très bien l'entreprise, etc., ça aura moins de poids que si c'est le DG ou la DG ou la présidente qui porte la chose. Donc c'est pour ça que parfois quand on fait un exercice qu'on fait souvent chez Phoenix dans la boîte, quand on veut attaquer un grand compte, c'est un exercice qui est assez éclairant. On mappe un peu l'organigramme et on regarde où est la RSE. Si elle est rattachée à la fondation ou développement durable ou à la communication ou au marketing, très mauvais signal. Si elle est rattachée indirectement au directeur des opérations, au directeur général, à la directrice générale, c'est déjà un bien meilleur signal. Donc on regarde un peu comment ça se positionne. Ça me rappelle quand j'accompagnais la transformation digitale des entreprises en recrutement, c'était la même chose que j'étudiais pour voir où en était la maturité. Okay. Ce qui veut dire que finalement c'est une compétence assez entrepreneuriale, cette histoire de transition écologique et solidaire. Ouais. Je pense que c'est à mi-chemin entre un combat entrepreneurial et puis politique, ou en tout cas un combat de société. Mais c'est sûr que il faut prouver que le développement durable, la solidarité, a un retour sur investissement et que c'est pas juste pour cocher les cases dans un rapport développement durable ou RSE. Et donc c'est tout l'enjeu, c'est de montrer que en réduisant ses déchets, on va réduire sa facture de déchets, donc on va gagner des points de marge, et donc il faut le faire parce que c'est le sens de l'histoire, mais il faut aussi le faire parce que c'est bien pour le compte de résultat.
Et donc on aura tout gagné le jour où on arrive à montrer que soit le développement durable, la solidarité, les engagements forts font qu'on vend plus de produits parce que la marque est plus attractive et que les consommateurs sont au rendez-vous, soit avec des actions de réduction des déchets, d'insertion, d'inclusion, on gagne en productivité, en efficacité, et on grignote comme ça des points de marge qui sont... c'est ça qui va réussir à convaincre les vrais décideurs, les vrais investisseurs et les top management des boîtes. C'est pas un discours incantatoire, c'est un discours de vérité, un discours opérationnel. Donc là, on a traité le point de tes conseils, toi, aux dirigeants et aux dirigeants d'entreprise. Si un talent, un collaborateur, une collaboratrice se dit, voilà, moi j'ai envie de mettre du sens dans ma carrière, dans mon travail de tous les jours, j'ai envie de faire bouger les lignes. Yes. Quel est ton conseil pour ces personnes ? Il y a plusieurs options, évidemment. La première, il y a une dynamique qui est assez forte en ce moment, qui est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Donc, ces gens-là, dans un grand groupe, ils peuvent essayer de faire bouger les lignes à leur niveau, sans forcément changer de crèmerie ou sans prendre un risque pour leur carrière. Ils peuvent juste dire, bah voilà, moi chez L'Oréal, chez Total, chez Leroy Merlin, j'ai envie de porter une dynamique interne et donc porter le sujet en interne. Donc ça, on n'est pas obligé d'aller rejoindre une startup ou une structure d'insertion ou une asso pour donner du sens à ses compétences. C'est le réflexe que souvent ont les gens, mais on peut déjà changer de l'intérieur les grands groupes. On a quasiment parfois plus d'impact que en créant une structure de zéro. Après... Oui, parce que moi, ça me fait toujours paniquer. C'est-à-dire que quand on me dit non, mais c'est pas possible de changer les grands groupes. Moi, je viens du travail social au départ. Si on me disait, mais on peut pas s'attaquer au quartier politique de la ville, c'est perdu d'avance. C'est effrayant de... Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, cette option-là, les gens n'ont pas toujours en tête, mais commencer par essayer de changer son entreprise de l'intérieur ou une business unit ou de lancer un nouveau service, lancer un nouveau produit plus responsable. C'est quelque chose, je pense, où les entreprises sont à l'écoute maintenant. Et c'est une première chose. Après, rejoindre une structure, ça dépend de l'appétence qu'on a pour le risque, mais soit on rejoint une structure en création, on peut créer une structure à impact. Je pense qu'on est au début de la révolution de l'impact, donc toutes les énergies entrepreneuriales seront les bienvenues, parce qu'il y a plein de choses à faire dans plein de champs, l'éducation, la formation, l'accès aux soins, etc. Donc il y a un champ des possibles qui est assez vaste. Et après, on peut rejoindre des entreprises qui sont plus matures et qui ont passé des caps, comme Phoenix ou comme d'autres, parce qu'on cherche toujours des talents. Et voilà. Pour l'instant, la seule bémol que je mettrais à ce discours, c'est que dans l'économie à impact positif ou dans l'économie sociale et solidaire, il y a quelques pionniers qui ont bien grandi, bien grossi, qui ont passé le cap de plusieurs milliers d'employés, mais il y en a pas assez. Donc des structures solides, costauds, qui ont passé le cap des 100, 200, 300, 500 employés, il y en a pas 50. Quoi. Et donc assez vite, on va faire le tour entre les mêmes employeurs potentiels. Et ça, c'est l'enjeu de notre mandat aussi, c'est de faire grandir l'écosystème, de le faire grandir en crédibilité, et que demain il y ait plus de belles boîtes, plus de belles PME, ETI à impact positif. Une de vos 12 propositions dans le plan de relance, que vous proposez aussi à travers cet événement, oui. Et de créer la grande école de la transition. Qu'est-ce que c'est se former à la transition ? Eh ben, c'est à mon avis aussi la base de la révolution de l'impact. Ça commence par les talents et on le voit, on le sent, c'est assez palpable. Donc c'est quelque chose qui est porté par nous et aussi impulsé par Ticket for Change, par Mathieu Dardaillon et Adèle Gallet, qui sont c'est une entreprise sociale qui a vocation à emmener les talents de demain des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, de Sciences Po, des universités vers les métiers à impact et se poser la question de qu'est-ce que je vais faire de mes journées, qu'est-ce que je vais faire de mes compétences. Et donc plus on aura de talents bien formés et bien conscients des enjeux, mieux on se portera. Donc c'est ça le gros enjeu de la grande école de la transition, c'est que dès la première année dans les écoles de commerce, dans les facs, dans les écoles d'ingénieurs, comme je l'ai dit, on n'est pas que des cours de finance, que des cours de rentabilité, mais on est aussi une grosse initiation à qu'est-ce que l'écologie, qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que l'inclusion, qu'est-ce que l'impact social, et que directement les gens aient dans le viseur cette nouvelle façon d'entreprendre, que sont les entreprises sociales et écologiques. Et alors que ce soit pour des entrepreneurs potentiels ou wannabe entrepreneurs, entrepreneuses, soit pour des gens qui reprendront des postes de cadre dans des grands groupes et qui auront le réflexe de dire je vais peut-être travailler avec Phoenix sur l'anti-gaspillage, je vais peut-être faire attention
à mes déchets plastiques, faire attention à mes emballages, faire attention à la dose de parité dans mon entreprise, dans mon équipe, à la diversité. Donc voilà, c'est que dans tous les grands groupes, il y a une génération de managers et de talents en conscience et qui soient formés et bien éveillés. Cet événement aujourd'hui il sera réussi si... si on... il est déjà réussi, de mon point de vue. Bravo. C'est prétentieux de dire ça. Le mérite n'est pas que nous. Hein. Il y a une grosse équipe. Puis il y a des partenaires. On l'a fait en partenariat avec pas mal d'autres structures, comme les entreprises à mission, les Big Corp, Ashoka. Donc, le Move et Type for Good France sont un peu les leaders de l'organisation, mais derrière, il y a un gros réseau de partenaires. ESS France, l'UDES. Donc on les remercie. Et puis, je trouve que ça sera réussi si jamais on arrive progressivement à se mettre au même niveau que le MEDEF. Ça va prendre du temps, parce qu'on a du recul et on part de loin. Puis ils sont bien ancrés dans le territoire, mais et dans le paysage aussi. Mais le but, c'est ça, c'est qu'on arrive à porter un discours qui porte aussi loin que le leur, et que on ait une vraie alternative, une vraie autre vision de l'économie. Donc c'est en bonne voie. On rattrape progressivement, mais déjà le casting était bien. On a eu des beaux poids lourds politiques et du monde économique. Et puis on a eu du monde, malgré le contexte. Donc c'est déjà une réussite à ce titre-là. Et dans les relais aussi, dans les relais médias, dans les relais presse, on sent que l'influence de nos sujets commence à porter, donc on est très contents. Et puis on est tous là, venus avec nos masques, notre gel, voilà. Donc vous avez tous du mérite parce que il y avait plein de prétextes pour ne pas venir. Il y a même eu un peu de pluie, donc tu vois, on a fait un carton plein, mais pourtant les gens étaient là. On a même dû refuser du monde à cause de la jauge événementielle, donc on est content. Ouais, c'est chouette de faire une rentrée sous le signe de l'engagement. Merci beaucoup pour l'opportunité. Non mais de rien, avec plaisir. Pour conclure, quel est ton canary call à toi du moment ? Moi j'espère que justement on va passer de cette logique de pionnier à la norme et que demain, ou non, pas demain, mais je sais pas, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'aura plus besoin de dire bonjour, je suis Phoenix, entreprise sociale ou entreprise à impact, que ce sera devenu un peu le nouveau standard, que ce soit devenu une sorte de tautologie, quoi, que toutes les boîtes, quand elles se créent, pensent à leur raison d'être, pensent à leur impact et pensent à la mission qu'elles se portent, qu'elles se proposent de résoudre. Donc voilà. Moi j'y crois parce que quand moi j'ai commencé dans la vie active, il y avait d'un côté le business et de l'autre côté les ONG. Le non-profit, les associations, et il y avait pas vraiment de mi-chemin. C'était voilà, soit le profit, soit l'impact. Et je pense que déjà il y a eu une grosse étape grâce à vous, hein, les entrepreneurs sociaux. Donc voilà, j'y crois pour la suite. Tant mieux. Mais j'espère que le podcast va aider plusieurs personnes à y croire et à se convertir à l'impact, parce que c'est l'essence de l'histoire. Donc on vous attend tous. C'est l'objectif de Canary Call. Montrer que c'est possible et donner envie d'y aller là dès demain matin. C'est parfait. Tant mieux. Merci. Merci. Salut. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Perrine. Sur quelle table ronde êtes-vous intervenue ? Effectivement, on se retrouve sur cette université qui est extrêmement riche et extrêmement intéressante, et je viens d'intervenir sur la table ronde qui concerne l'index égalité professionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Anne-Laure Thomas. Je suis directrice diversité et inclusion pour le groupe L'Oréal en France, et je suis également coprésidente d'une association qui s'appelle l'AFMD, l'Association française des managers des diversités. Si aujourd'hui vous êtes ici, c'est que vous croyez à cette transition pour les grands groupes. Bien sûr. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous la portez, vous l'impulsez ? Sur quel angle ? On travaille sur divers piliers, que ce soit le handicap, on parlait tout à l'heure là de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit également toutes les origines, mais tous les sujets pour construire ce monde inclusif et intégrer chacun au sein des entreprises en fonction de ses compétences. Moi, j'ai personnellement la conviction que c'est par les femmes et les hommes qu'on fait bouger les lignes. Est-ce que c'est une conviction que vous partagez ? Est-ce que vous avez un autre point de vue ? Non, je suis convaincue effectivement que les femmes et les hommes font bouger les lignes et qu'il faut donner à chacun sa chance. Et c'est d'ailleurs, on parlait tout à l'heure ensemble, Perrine, de recrutement. C'est pour ça que je m'attache à repérer tous les talents, toutes les personnes avec la motivation, quelles que soient leurs origines. Donc je vais m'appuyer sur des partenaires pour pouvoir aller chercher les meilleurs, les plus motivés, issus de toutes les origines, de toutes les formations, pour pouvoir travailler à nos côtés et avancer tous ensemble.
Et comment vous repérez ces premières personnes, notamment en interne, qui vont vous aider à déployer l'impact que vous recherchez ? Alors déjà, je m'appuie toujours sur des partenaires très spécialisés qui connaissent tous les sujets, avec qui je vais faire équipe et on va chercher ensemble à repérer les talents qui vont venir nous retrouver. Et puis on va également, je suis convaincue par l'inclusion. Et donc, tout ne repose pas sur moi, mais repose sur l'ensemble des personnes du groupe. Donc, toutes mes équipes de recrutement sont formées à la diversité et à l'inclusion et sont non seulement formées, mais l'idée aussi, c'est qu'elles soient convaincues sur ces sujets pour elles-mêmes aller chercher les compétences, les personnes qui ont les compétences qu'on recherche. Et puis, pareil au niveau de la formation, à toutes les étapes de la carrière au sein de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on forme à la conviction ? Comment est-ce qu'on forme à la conviction ? Alors, est-ce que c'est possible Déjà, la première chose, avant tout, il y a la base, j'ai envie de dire. Et toute personne qui rentre au sein du groupe L'Oréal est formée une journée. On a des formations qui s'appellent les ateliers des diversités. Et pendant une journée, ces personnes ont le contexte légal, bien sûr, mais également toutes nos valeurs. Ça, c'est essentiel. Parler de valeurs, d'ADN, qu'est-ce qui est important pour nous et toutes nos actions. Et puis également des cas pratiques, des mises en situation pendant une journée pour travailler sur la diversité et sur l'inclusion. Et puis, ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base. Après, il va y avoir des formations beaucoup plus spécifiques en fonction de son métier qu'on exerce, en fonction de son niveau, des formations pour les codir, des formations pour les alternants. Il y a des formations vraiment à chaque étape de la carrière sur la diversité et l'inclusion. Et puis après, comment on convainc ? Je pense qu'il faut beaucoup communiquer, beaucoup informer, beaucoup sensibiliser, être très pédagogique sur tous les sujets pour que chacun comprenne l'intérêt et l'importance de construire ce monde inclusif. Notre échange me fait penser à une nouvelle question qui est finalement, est-ce que c'est des individus convaincus qui viennent et qui ont un impact dans l'entreprise, ou est-ce que ça peut être aussi finalement l'entreprise qui sensibilise et convainc des individus qui ensuite vont avoir un impact dans leur boulot ? Alors je pense que les deux. Je pense que tout est une question de rencontre entre une entreprise qui a des valeurs très fortes et des individus qui sont convaincus. Et on en parlait tout à l'heure lors de la table ronde. On a besoin de sens aujourd'hui. La plupart des gens recherchent du sens et ils vont chercher des entreprises qui sont engagées. Donc c'est vraiment une histoire de rencontre. Et puis ce qui est important, là on parle de diversité et d'inclusion et je sors de cette table ronde sur l'index. Ce qui est extrêmement important, c'est d'agir, d'informer, de sensibiliser, de recruter, mais c'est également de mesurer. Si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser et on ne peut pas avancer. Donc c'est essentiel de mesurer l'ensemble des actions qu'on mène. Si vous rencontriez dans l'événement, un collaborateur, une collaboratrice qui a envie de faire bouger les lignes vers plus d'inclusion dans son entreprise, qui est peut-être pas aussi engagée que la vôtre, quel conseil vous lui donneriez pour démarrer ? Déjà de prendre le temps de faire un état des lieux de son entreprise, voir toutes les forces de l'entreprise, tout ce qui fonctionne bien, et puis voir tout ce qu'il faut améliorer. Il faut toujours s'appuyer sur ce qui fonctionne bien, parce que je suis convaincue que dans son entreprise, il y a des très bonnes pratiques. Donc, il faut les identifier, il faut s'appuyer et il faut engager les gens. Il faut jamais partir seul sur des sujets de diversité et d'inclusion. On doit vraiment infuser, convaincre, emmener le plus grand nombre avec nous, parce que tous ensemble, on est beaucoup plus forts. Et puis après, il faut s'appuyer sur des partenaires de qualité, sur des gens qui connaissent bien le sujet, partager les bonnes pratiques. Moi, j'ai monté un collectif, un acte d'engagement avec deux de mes homologues chez EY et chez Accor qui s'appelle Stop au sexisme. Et en fait, l'objectif de Stop au sexisme, c'est de partager tous ensemble nos bonnes pratiques pour lutter contre le sexisme dit ordinaire en entreprise. L'idée, c'est de se dire qu'ensemble, on est plus fort et que sur ces sujets-là, il n'y a pas de concurrence. Pour conclure, est-ce que vous avez un sujet sur lequel en ce moment vous avez envie de porter la voix et d'attirer l'attention ? Alors, il n'y a pas un sujet, mais des sujets, parce que tous les sujets des diversités sont importants et sont essentiels. On l'a vu avec le confinement. On a vu que les violences faites aux femmes avaient augmenté de plus de 30%. On a vu que des jeunes issus de certains quartiers pouvaient être isolés du fait d'une fracture numérique. On a vu les familles monoparentales encore plus en difficulté qu'à d'autres périodes, ou encore des personnes en situation de handicap qui ont pu être isolées. Donc, tous les sujets sont importants. Il faut avancer sans relâche, aller toujours plus vite et emmener toujours le plus grand nombre avec nous pour construire le monde de demain. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage qui donne envie de s'engager, pour votre temps aujourd'hui, pour Canary Call, pour l'événement, pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour être dans une rentrée engagée et positive. Merci beaucoup. Merci Perrine, à très bientôt. Au revoir.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Clément Alteresco, je suis le fondateur de Morning. Morning, c'est 3 activités aujourd'hui. On fait d'abord du coworking. On a un réseau d'espaces à Paris de 25 espaces, ça fait à peu près 60 000 m². On fait partie des gros acteurs du coworking en France. Et on fait aussi de l'aménagement d'espace. Chez nous, on a à peu près 25 personnes, architectes d'intérieur, chefs travaux, ébénistes. On a notre propre atelier de fabrication. Donc aménagement, travaux et déco et création de mobilier. Et enfin, on fait de l'événementiel. Alors en ce moment, c'est pas très en vogue l'événementiel avec le Covid, mais voilà, on a une grosse activité événementielle. On fait plus de 300 événements dans nos espaces tous les ans. Donc voilà. Coworking, aménagement, événementiel, c'est mes 3 activités, mes 3 dadas. On échange aujourd'hui justement sur lors de l'événement l'université d'été de l'économie de demain. Pourquoi tu es là toi aujourd'hui ? Alors moi je suis là parce que je crois fondamentalement que l'entreprise de demain elle doit participer à une rénovation de la société, ou en tout cas une prise de conscience que voilà, il faut se bouger les fesses pour un monde meilleur, pour accompagner cette transition écologique, et on a tous une responsabilité, et moi en tant que dirigeant encore plus. Donc je fais tout un travail depuis déjà pas mal de mois, quasi années, pour faire en sorte que mon entreprise soit dans la meilleure direction environnementale possible. C'est pas facile parce qu'on fait des travaux, on a une empreinte carbone, mais je pense qu'on s'améliore tous les jours. On a décidé de passer la certif B Corp l'année prochaine. Donc là, on a quelqu'un qui travaille sur tous ces aspects-là et qui documente et qui met en place des choses pour qu'on soit meilleur. Donc voilà, on est dans un chemin et demain, il faut que chaque entreprise prenne conscience de son impact et prenne ce chemin le plus vite possible. Donc voilà, c'est ça qui me motive à être ici, c'est d'être dans un mouvement d'intelligence collective. Et l'engagement pour une économie durable et inclusive, t'es tombé dedans quand tu étais petit ou tu as eu un déclic à un moment donné ? Non, c'est quelque chose que j'ai en moi, je pense, depuis longtemps. Tous mes copains m'ont toujours raillé en leur disant, je disais que je votais vert parce que c'est la seule chose en laquelle je croyais, je crois toujours, sauf pour Macron, où j'ai fait une entorse à ma vertitude. Mais voilà, non, je pense que j'essaye d'être un bon citoyen pour cette terre. C'est vraiment pas facile. Et je fais des entorses tous les jours à mes convictions. Ouf, tu me rassures. Ouais, parce que t'inquiète pas, je suis pas très. Je me sens très imparfaite. Non, mais voilà, je prends l'avion. Non, je suis pas du tout un modèle. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que à travers mon entreprise, j'essaye d'être meilleur. Et en plus, on a un avantage aussi, c'est que nous, on héberge des entreprises. Donc, on peut aussi diffuser des bonnes pratiques à nos colocataires, à nos clients, coworkers. Donc on est aussi dans ce chemin de faire en sorte d'amener et de diffuser des bonnes pratiques avec nos clients. Et avec nos prestataires aussi, qu'on va solliciter. On est en train de faire des listes de prestataires qui sont voilà, on va leur demander de signer des chartes aussi bientôt. Voilà, donc c'est un vrai chemin. C'est pas facile, ça demande alors les gens sont motivés. Il y a aucun problème. C'est-à-dire que moi j'ai chez moi que des gens qui sont convaincus sur le sujet et donc ça pousse fort. Mais après il faut faire en sorte que l'entreprise et son moteur économique ne s'enrayent pas parce qu'on prend des décisions qui sont trop complexes à mettre en œuvre. Alors que voilà, donc il faut arriver à allier développement économique et croissance, parce que si on n'a pas de bonne croissance et de rentabilité, en fait, ça sert à rien, quoi. Donc il faut arriver à ménager la chèvre et le chou, c'est ça l'expression. Je crois, oui. Ouais. Et donc ça c'est mon rôle, c'est d'arriver à faire des arbitrages entre est-ce qu'on
achète ce truc qui est un peu plus cher, mais qui est vraiment plus intelligent en termes d'impact. Mais bon voilà, où est-ce qu'on attend? Il y a une question de timing. Voilà, c'est une prise de tête permanente. Et le plus dur, c'est de le mesurer, parce qu'en fait, quand on prend une décision, souvent on a du mal à la mesurer. C'est quoi le bilan carbone de cette décision? Ces travaux-là, par exemple, si on choisit ce siège ou ce siège, quel est le bilan carbone? Combien il y a de carbone dans ce siège versus ce siège? Bah, franchement, va trouver la réponse. Et la réponse, elle est souvent dépendante de plein de trucs et ça. Donc, non, ça va être ces 10 prochaines années sur ces sujets-là vont être hyper intéressantes. On va apprendre plein de choses. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui me motivent. Tu disais que au sein de tes équipes, tu avais une armée de convaincus. Bien sûr. Comment tu les trouves? Heureusement. Comment tu les trouves? J'ai pas besoin de les trouver. Hein. Enfin, c'est naturel. Moi, j'ai quand même une moyenne d'âge à 29 ans. Globalement, tout le monde a une conscience écologique. Enfin, 90% de mes équipes ont une conscience écologique. Après, ça va voilà, c'est une question, c'est une échelle de gris, quoi. Hein. Il y a des gens qui sont ultra véganes, machin, un peu, voilà. Et puis il y a des gens qui se disent juste, ça serait bien que ça soit plus facile d'être voilà, qu'on me donne plus de solutions pour être entre guillemets plus responsable. Parce que c'est pas facile forcément d'être responsable. C'est pas pratique du tout. Et les gens sont habitués à être dans une société où tout est facile, tout est pratique. Et changer ses habitudes n'est pas évident. Donc non, j'ai pas besoin de chercher bien loin. Les gens sont convaincus. Et en plus, le mouvement fait que voilà, ça s'auto-convainc et ça devient un sujet. Voilà. Donc on a une personne qui est dédiée maintenant à ce sujet chez nous. D'accord. Et quand vous voulez embarquer les entreprises que vous hébergez, quels conseils vous donnez aux dirigeants ou dirigeantes convaincus pour justement embarquer les équipes ou identifier ou développer ces talents qui vont faire la bascule à l'équipe, quoi? Alors déjà, nous on a une capacité d'influence qui est certes limitée, mais qui existe puisque les gens évoluent dans nos espaces morning. Donc des messages peuvent être envoyés de façon digitale, mais aussi physique. Ça commence par le recyclage au déj, aux toilettes. Enfin voilà, il y a plein d'endroits dans l'espace où on peut créer des messages, des moments où on explique que c'est bien de faire attention à la planète en disant pas de plastique, en donnant des mugs au lieu des verres en plastique, etc. Des trucs qui sont assez évidents, mais qu'il faut mettre en place. Et il y en a plein en fait, des petits trucs comme ça qu'on peut mettre en place où du coup les gens se disent tiens, je suis dans un environnement qui dans un espace qui m'incite à faire attention. Tiens, je vais faire attention. Mon entreprise devrait aussi faire attention. Tiens, comme le fait Morning. Tiens, je vais peut-être mettre en place des choses chez moi. Alors que voilà. Donc c'est l'exemple. Hein, c'est l'exemplarité qui amène les gens à bouger. Voilà, donc ça c'est, je pense, la première chose. Donc le lieu comme levier de formation finalement. Déjà. Après, on met en place là par exemple, on essaie de se rapprocher de Bicorp pour qu'ils puissent mettre en place des formations et un accompagnement spécifique aux boîtes qui voudraient se certifier. Donc ça, c'est aussi une démarche qu'on est en train de mettre en place. On fait aussi des événements. On a fait la semaine de l'impact. On avait 5 conférences sur la thématique impact. C'était je crois que c'était en janvier, avec des super talks, avec plein de gens très chouettes, donc en physique, parce qu'à l'époque on a le droit de se voir et de se toucher, et on continue à faire des choses en digital. Donc voilà, de l'événementiel, de l'exemplarité, et puis plein d'autres choses qu'on va inventer qui vont permettre de créer une sorte de zone d'influence positive sur ces sujets. Voilà. En tout cas, je crois on va essayer en tout cas. Pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel en ce moment tu as envie de porter la voix? Quel sujet en ce moment je suis moi je me révolte par période sur des trucs. Moi le truc qui me rend fou c'est le gaspillage alimentaire. Ouais, mais t'avais Jean tout à l'heure, Moreau de Phoenix. Donc je trouve que ça c'est vraiment une hérésie folle, et puis ça touche à un truc très qui est dans le ventre, qui est la bouffe, et te dire qu'il y a des gens qui
qui ont la dalle, alors que le restaurant il balance et il est obligé de balancer souvent. Voilà. Donc il y a des choses qui sont mises en place, mais bon, je pense que quand même, et en plus c'est un mot de la planète terrible, puisqu'on on fabrique quasiment finalement 2 fois plus de bouffe qu'on en a besoin, et du coup ça émet sacrément de gaz carbonique, ces conneries. Donc non seulement c'est bon pour la planète, et en plus ça permet, on gâche énormément. Donc ça c'est quand même bon, voilà, c'est assez. Mais non, j'ai pas de truc là qui me vient en tête à part ça, qui régulièrement du coup je finis mes assiettes et je grossis. Et j'oblige mes enfants à finir leur assiette. Ça va, ils ont la marge, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu débile, quoi. Ouais. Merci pour ton engagement contagieux, et j'espère que ça donnera envie avec grand plaisir. Plein de gens de passer à l'acte. À bientôt. Merci, au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Oui, alors je m'appelle Nathalie Le Bavotier, je suis entrepreneur engagée depuis 17 ans dans la mode durable, puisque j'ai créé l'une des premières marques de mode en 2004, alors que personne ne se préoccupait de l'environnement et de l'aspect social, à part la communauté scientifique qui quand même nous alertait sur un certain nombre de choses. Et en fait, je suis issue de l'industrie textile, et quand j'ai découvert que c'était l'industrie l'une des plus polluantes au monde, et qui, notamment à travers le coton, cette culture conventionnelle qu'on imagine naturelle, est en réalité la culture la plus polluante au monde, celle qui consomme le plus de pesticides, j'ai choisi de me lancer. Et plus on est jeune et plus on a ce grain de folie qui nous permet d'entreprendre. Et donc j'ai créé Ekiog, donc une aventure entrepreneuriale en tant que pionnier, avec des voyages à travers le monde pour monter des filières de coton biologique notamment, avec très peu de moyens, comme quoi c'est possible, même si le chemin est semé d'embûches. Mais en tout cas, c'est une aventure aussi apprenante, et j'ai adoré ça. J'ai ouvert 51 magasins en France, mon parcours entrepreneurial a toujours été en parallèle avec un engagement associatif, puisque j'avais mon asso, et il me semble important de toujours essayer de dépasser son rôle économique pour accompagner les populations qui travaillent sur les produits qu'on fabrique, pour les accompagner à la fois sur la complémentarité de leur rémunération à travers d'autres cultures, et aussi l'éducation qui m'est vraiment très chère, parce que quand on voyage un peu dans le monde, dans des pays vraiment en difficulté, on voit bien que l'éducation, c'est le premier pas vers la liberté. Depuis 2016, donc Ekiog, je suis totalement sortie de l'aventure, et en 2016 j'ai créé Good Fabric, et Good Fabric est une entreprise engagée pour accompagner des marques, des enseignes dans le textile, ou pas d'ailleurs, puisqu'on travaille aussi avec l'agroalimentaire, mais sur des produits textiles. À la fois sur leur stratégie RSE, mais vraiment dans le faire, pour la mettre en implication, accompagner les équipes, les former, et puis dénouer aussi le vrai du faux de ce qui est normé, réglementaire, de ce qui ne l'est pas. Et puis notre autre métier chez Good Fabric, c'est de éco-concevoir, éco-développer et produire de façon tracée, certifiée, de bout en bout, où finalement on se substitue au travail de certaines marques qui préfèrent passer par nous, par nos filières qu'on a créées il y a 17 ans. Voilà. Et Nathalie, tu disais que tu as commencé dans la filière industrielle textile. Qu'est-ce qui fait à un moment que tu as eu le déclic, que tu as eu vraiment envie de passer à l'action ? Alors, le déclic, il a été la naissance de ma fille. J'avais quasiment 29 ans. Je voyageais beaucoup, puisqu'en fait, à l'époque, je dirigeais les collections femmes pour une grande marque d'outdoor. Et mon métier, il était simple, en fait. C'était de fabriquer le bon produit au bon prix et le faire livrer au bon moment. C'est ce qu'on t'apprend dans toutes les écoles. Et à un moment donné, je me suis quand même interrogée, parce que j'allais dans des beaux showrooms, etc. Puis à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, quoi ? Et j'ai eu une enfance
où il a fallu que j'apprenne moi-même, que voilà, pas forcément de bienveillance autour de moi, etc. Et depuis que je suis toute petite, je me suis dit, moi, je veux être quelqu'un de bien. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai eu très peur déjà de reproduire le schéma dans lequel j'avais grandi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille? Et je me suis dit, il faut que je sois quelqu'un de bien. Donc, c'est quoi les valeurs que je vais lui transmettre? Et quand j'ai creusé sur mon métier, parce que je travaillais beaucoup et je travaille encore beaucoup parce que mon métier, pour moi, c'est un plaisir. J'adore, je m'épanouis, etc. Alors là, quand j'ai vu l'envers du décor, je me suis dit non. Et en fait, j'ai partagé cette idée avec mon mari, qui est breton comme moi, parce qu'on est breton. Et il m'a dit non mais c'est génial, il faut vraiment le faire, etc. Et lui a lâché son job comme moi à Paris et on est rentré en Bretagne avec nos pauvres économies et des rêves plein la tête. Et bon, les rêves, ça a vite tourné court parce qu'on est vite dans la réalité. Et puis on a beaucoup voyagé pour aller rencontrer des industriels à travers le monde pour leur dire bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas de clients, mais on a des convictions et on a plein de bonnes idées. Bon, autant me dire qu'on a pris beaucoup de portes. Et mais on a rencontré un homme exceptionnel qui était le pionnier du coton bio en Inde. Et en fait, quand t'as pas beaucoup d'argent, t'es malin. Et en fait, lui, il travaillait avec Greenpeace à l'époque, d'une toute petite usine. Il avait 60 personnes dans un bidonville de Calcutta. Et ce qui me changeait quand même vachement de ce que j'avais vécu avant. Et en fait, on a partagé nos savoir-faire. Et donc voilà, et on travaille toujours ensemble aujourd'hui. Et on a démarré avec 15 cotonculteurs à l'époque, marginalisés indiens. Aujourd'hui, ils sont 15 000. À l'époque, quand j'y allais, il n'y avait pas d'électricité, même il y a encore 5 ans. Hein. Et aujourd'hui, il y a l'électricité, tous les enfants vont à l'école, etc. Donc, c'est pas un chemin simple parce que déjà, c'est une culture particulière comme toutes les cultures et que j'ai changé de métier quelque part. J'étais plus là juste pour faire du style ou de la prod, mais aller sur les champs d'agriculture, comprendre les systèmes d'agriculture biologique, qui allait égrener, qui allait filer, qui allait teindre, qui allait confectionner et avoir déjà intégré toute la chaîne de valeur. En fait, dans le textile, c'est une industrie qui est très fragmentée, où tout le monde pense que c'est très simple de faire un produit textile. Or, si vous le faites bien, c'est quand même pas si simple que ça. Donc, tu travailles dans un grand groupe, tu as eu le déclic, tu as monté ton entreprise et maintenant tu accompagnes les grands groupes à changer, à bouger, à passer à l'action. Donc c'est que tu crois que c'est possible, c'est que tu y crois. Oui, bien sûr. Alors, je suis raisonnablement optimiste. J'ai été, fut un temps, raisonnablement optimiste. Explique-nous. Parce qu'avant, j'ai toujours été trop idéaliste et trop utopiste. On me l'a reproché. Et notamment les actionnaires que j'avais dans ma première entreprise. Et en fait, ça fait 17 ans que je œuvre pour faire en sorte que parce que dans mode durable, il y a mode. Et dans mode, il y a désirabilité, il y a ce côté qui donne vraiment très envie. Et crois-moi, au début, quand j'ai démarré, il y avait très peu de réponses de matières qui pouvaient être désirables. Donc, si tu veux toucher le plus grand nombre, il faut être dans l'air du temps, il faut être au bon prix. Voilà, c'est un certain nombre de choses. Et nous, à l'époque, quand on a démarré, en 2004, on était trop en avance sur notre temps. Donc, tu te rencontres pas. Maintenant, oui, j'accompagne des grands groupes. C'est pas toujours simple parce que plus les entreprises sont grandes et plus elles ont du mal à bouger, parce que l'agilité est quand même difficile. Mais je mets un point d'honneur à accompagner aussi des petites entreprises et des moyennes entreprises, et même j'accompagne gracieusement sur mon temps personnel des startups françaises qui se lancent, et notamment des femmes entrepreneurs, parce que je sais à quel point c'est compliqué, et que la solitude de l'entrepreneur, ce n'est pas que une vue de l'esprit, c'est une réalité, et que les erreurs que moi j'ai faites avant, si je peux les épargner à certaines, voilà, je le fais de bon cœur. Voilà. Moi, je suis vraiment convaincue que c'est de miser sur les bonnes personnes, c'est de repérer les pionniers de la transition écologique et solidaire, ceux qui vont avoir envie de faire, de s'engager dans la voie personnellement avant d'engager le plus grand nombre. Est-ce que c'est une conviction que tu partages, ou est-ce que
tu aurais un autre point de vue sur vraiment ce qui est absolument clé pour démarrer? Ah non, je suis absolument d'accord. En fait, moi, je l'observe tous les jours dans mon action. C'est juste une question d'homme avec un grand H et de volonté. C'est-à-dire que moi, tous les grands projets, je les ai faits à travers des rencontres. Et dans les entreprises aujourd'hui, si le board, les actionnaires, le président n'est pas convaincu de cette action, alors il se passera rien. Même si je suis convaincue que la responsabilité repose sur tout le monde, que ce soit les salariés, les dirigeants, nos institutions, tout le monde, le consommateur déjà à travers son acte d'achat, on est tous responsables. Et c'est ça parfois où j'ai une colère saine en moi, mais une colère quand même. D'observer un trop grand écart entre le diagnostic sur lequel tout le monde est d'accord et après rentrer dans le faire et faire les choses. Quel conseil tu donnerais à une dirigeante ou un dirigeant convaincu qu'il faut y aller? Donc première étape cochée. Où est-ce qu'il va trouver ces personnes, ces pionniers pour son entreprise? Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est à l'extérieur? Comment les repérer? Je crois qu'il faut soit recruter des personnes qui ont non seulement cette sensibilité, mais aussi les compétences, mais une vraie expérience. Parce qu'en fait, tous les sujets de la RSE, notamment autour du textile, ne s'apprennent pas. On peut apprendre des normes, des certificats, enfin bon, tout ça. Enfin, je veux dire, ok, c'est facile. Maintenant, les faire appliquer sur le terrain et aller voir ce qui se passe concrètement sur le terrain, ça a rien à voir. Enfin, je veux dire, moi, avant le Covid, je passais plus de temps à l'étranger qu'en France, justement pour aller faire des diagnostics, des audits, accompagner des partenaires fournisseurs, aller vérifier la traçabilité. Enfin, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, du coton biologique, il en est vendu plus sur le marché qu'il n'en existe réellement. Donc des certificats faux en écriture, des usines de bouteilles neuves qui se montent juste pour avoir une certification GRS, pour avoir du polyester recyclé. Je l'ai vu en Chine, faire des audits en Chine où tu te fais confisquer ton passeport parce que tu vas chercher trop loin l'information. Ça existe, je l'ai vécu. Voilà, donc c'est l'expérience sectorielle. L'expérience sectorielle, c'est très important de savoir de quoi on parle. Et puis aussi, il faut avoir une âme, je pense, un peu d'entrepreneur. Parce que c'est des ajustements de modèle économique, que le textile est en grande souffrance économique aujourd'hui, et qu'un dirigeant d'entreprise, il est là aussi pour évidemment apporter de la performance économique, mais je dirais il doit apporter de la performance durable dans ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il faut préserver les emplois. Il faut accompagner la transition, il faut avoir une vision, mais il faut être capable de dire à un moment donné à ses actionnaires, eh bien ce point d'EBITDA, on va le sacrifier pendant 2 ou 3 ans, mais ça va financer notre transition. Enfin, tout existe. C'est juste une question de volonté. Et quand les gens me disent, ah ben, je sais pas, ou je sais pas comment faire, on est à un clic de toute l'information aujourd'hui. Donc, la curiosité, c'est une très grande qualité, et il faut s'en servir. Donc, voilà, acheter un produit, il faut quand même se dire que derrière un produit, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des matières premières, il y a des cultivateurs, des éleveurs. Tout ça, c'est un prix. D'ailleurs, aux universités d'été où nous sommes, dans leurs propositions, il y a de créer une grande école de transition, je crois, GET. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que je pense qu'on devrait, en tout cas, injecter beaucoup plus de formation dans les écoles de mode particulièrement, puisque là, on parle de textile, eh bien, pour apprendre ce qu'est l'éco-conception, pour apprendre ce qu'est une vraie empreinte environnementale avec une approche d'ACV où il y a quand même beaucoup de choses à dire parce qu'en ce moment, il y a tout le débat sur l'affichage environnemental du textile, où il y a un débat sur les critères parce que, enfin, aujourd'hui, se dire en 2020, je ne sais pas comment faire. Bah, si tu sais pas, tu t'approches de professionnels qui ont cette compétence et qui vont transmettre ce savoir-faire aux entreprises. Mais franchement, aujourd'hui, tout est possible. Moi, je suis convaincue. Bah, merci de partager avec nous ta colère saine. Ça donne envie de s'engager. Merci. À bientôt. Au revoir. Si comme moi vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action,
Aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me mettre en relation. Faites du bruit avec et pour celles et ceux qui font. Partagez, commentez, étoilez. Merci pour votre écoute. À très vite pour de nouvelles rencontres.